Allez, bah écoutez, c'est parti. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics pour cette émission spéciale Daredevil. Et en bonus de notre bande habituelle que je vais vous présenter, on a aussi une invitée qui a vu de la lumière, qui est restée une deuxième émission. Non, en fait, je suis restée dormir là. Elle est restée. J'étais vraiment sur le canapé qui est derrière. Mathilde Angevin est encore parmi nous, ça nous fait très plaisir. Oui. Ça te va, tu restes avec nous, Bah tu es ouais, je suis prête bien, à parler de là. Daredevil. Bah oui, je vais Finalement, tu vois, essayer ça c'est comme les enfants au début, ils veulent pas y aller, Ouais, puis après, ouais, ils partent non. plus, tu vois. Moi, je sais pas, on est bien, il fait chaud. Pas grand-chose, hein. Ouais. Il caille un peu quand même. hein. Ils sont frileux, très bien. Vous l'avez entendu, donc Rémi est là, prêt. Bonjour tout le monde. Tout va bien. Bah oui, tout va très bien, L'enfant. Madame la Marquise. Bon, et de l'autre côté, derrière ces petits boutons, G. Salut, bonjour tout le monde. Tout va bien? Très bien. Les jingles sont Impeccable. calés? Oui, on va essayer. Oui. Allez, ça va faire. Eh ben écoute, premier test. Oui, Ouais. un premier test. Un Allez, premier ouais, ça me test, va, et ça on va va. attaquer tout de suite sur notre dossier spécial Daredevil. Avengers, assemble! Pas mal. Je dis pas mal. Oui. Eh ben écoute, ça tout seigneur, tout honneur, à toi de lancer ce dossier. Alors pour lancer ce petit dossier sur Daredevil, qu'on dira Daredevil, Daredevil, voilà, peu importe. Dédé, c'est Alors, écrit sur son nom. DD, voilà. Moi je dis DD aussi un petit peu tout le temps. Donc juste pour présenter un petit peu le personnage avant de débattre un petit peu des différentes œuvres qui nous ont plu et ce que ça évoque pour nous, chacun. Donc c'est un super-héros Marvel créé par Stan Lee, le très célèbre Stan Lee, et Bill Everett, avec l'aide quand même de Jack Kirby et Steve Ditko. Hein. Donc en 1964, il a fêté ses 60 ans l'année dernière, donc voilà, ça tombe bien. Et il a été publié en France à partir des années 70, donc dans la fameuse revue Strange, voilà, comme les anciens le connaissent très bien. Donc c'est un personnage qui est un avocat dans la vie civile, qui s'appelle Matt Murdock, et qui a donc eu un accident quand il était enfant, et qui l'a privé de la vue, mais donc qui a développé tous ses autres sens, et pour le coup il va mettre une tenue avec un masque de diable pour combattre le crime la nuit quand il n'est pas avocat le jour, donc il va être sous son costume de Daredevil et dans le quartier de New York qui s'appelle Hell's Kitchen. Donc voilà, c'est un personnage qui a été représenté dans différents médias, c'est un petit peu pour ça qu'on a décidé de lui consacrer un dossier, à savoir qu'il vient des comics, il a eu plein de séries qui lui étaient consacrées, il apparaît dans différents crossovers dans l'univers Marvel, mais également il a eu le droit à son film titre et à un certain nombre de séries, et on l'a vu apparaître aussi dans tout un tas d'autres films et d'autres univers, vu que maintenant on a carrément un univers partagé du côté de Marvel. Et donc surtout, on a eu la dernière série qui est arrivée sur Disney+, Born Again, où on a quelques épisodes qui sont sortis et dont on vous parlera un tout petit peu. Voilà. Alors moi, je vais commencer par vous poser une petite question. C'est pour vous, c'est quoi le premier lien, le premier rapport que vous avez eu avec le personnage de Daredevil? Allez, je commence. Premier développement, le premier film avec Ben Affleck. Ben de Affleck. 2003. Voilà. Après, non, il est surtout apparu dans mes lectures via les crossovers. Comme je disais, j'ai jamais lu purement du Daredevil, voilà, consacré uniquement à Daredevil. Ben, moi aussi, oui, il y a ce film que j'avais vu de Ben Affleck et qui ne me représentait absolument rien. Je suis venu plutôt à Daredevil, vraiment pas pour la série Netflix. C'est vraiment ça. Je sais que j'avais chopé des codes pour regarder cette série parce que vraiment elle m'intéressait. Et en fait, venant de DC Comics, moi, j'ai trouvé dans Daredevil un espèce de faux frère jumeau à Batman. Ouais.
Disons que moi j'ai beaucoup plus d'appétence pour les héros urbains que sont Batman, que sont Daredevil, le Punisher, tu vois, Iron Fist, des trucs qui me parlent plus que les héros cosmiques. Et donc j'avais été extrêmement emballé par la série Netflix. Et en termes de comics, moi c'est vraiment le run de Ed Brubaker et Michael Lark, où si tu veux j'avais lu Gotham Central qui était de ses auteurs. Et là quand j'ai vu qu'ils avaient fait un run sur Daredevil qui était déjà paru à l'époque dans les 100% Marvel et qui était réédité en Deluxe, format, oui. Mais du coup voilà, en fait c'est là où je me suis pris un peu de passion, on va dire, pour Daredevil, et j'ai l'impression que chez Marvel c'est vraiment le héros que j'aime suivre. D'accord. Moi, c'est aussi le film avec Ben Affleck et Jennifer Garner. Oui. Elektra, bien sûr. Pas terrible, hein. Alors, mais c'est vrai que moi, j'ai un côté aussi où j'aime bien les héros urbains aussi, parce que je me dis, ils y vont alors qu'ils peuvent mourir. Alors que par exemple un Superman ou un Thor, ils vont au combat, mais presque ils y vont comme ils vont chercher le pain, quoi. Alors que vraiment eux ils risquent de mourir, ils y vont. En plus il y a un côté où il est aussi avocat de jour, donc en fait il passe son temps à combattre les injustices, même en normal, quoi. Donc c'est vraiment je trouve ça bien. S'il y a un côté où il risque tout, c'est beaucoup plus courageux. Et plus vulnérable pour le coup. Et toi donc comme vous. Pour le coup, film de 2003, c'était le premier lien avec ce personnage-là. Et par contre, j'ai pas lu grand-chose dans la foulée parce que je me suis mis aux comics bien plus tard. Et pour le coup, aujourd'hui, je suis vraiment à fond sur tous les runs, et il y en a plein que j'ai envie et hâte de découvrir parce qu'on a énormément de super auteurs qui sont passés sur le personnage Daredevil, et de grands monsieur, Mark Waid, Michael Bendis, Ed Brubaker, t'en as parlé, Chip Zdarsky, il y a plein de super auteurs et des super dessinateurs, on va en parler aussi. Et pour le coup, moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est cet aspect, donc l'aspect terre à terre, mais c'est presque plus le côté avocat, donc le côté procédural, n'est-ce pas, mon ami Rémi? Dans ça, le procédural, j'ai passé 2 semaines à dire qu'est-ce qu'il dit, quoi. C'est une vidéo qu'on avait fait en commun et il parlait d'un procédural, j'ai pas compris, quoi. Voilà, vraiment le côté enquête, et où on va dans le tribunal, on voit ce qui se passe, on le voit dans la vie de tous les jours un petit peu, c'est presque de la tranche de vie enquête polar, enfin c'est un espèce de mélange de plein de choses, et pour le coup c'est cet aspect-là que moi j'adore dans le personnage, et c'est un personnage que j'apprécie de plus en plus de lire aujourd'hui dans ma courte carrière de lecteur, on va dire. Voilà. C'est peut-être celui qui est le plus mis en avant en se rapprochant le plus des gens, je trouve. Parce que je pense qu'il y a une dualité entre l'alter ego entre Matt Murdock et Daredevil, où et Mathilde le disait, en fait c'est un avocat, donc le jour il est obligé de se confronter à des lois, il doit rendre des comptes, il peut pas faire ce qu'il veut, et la nuit on dirait qu'il s'autorise à enfreindre certaines de ces lois, à ne pas aller jusqu'au bout, parce que ce n'est pas un tueur comme peut l'être le Punisher, mais voilà, il a quand même cette limite, mais on voit que la nuit le curseur se déplace un peu vers le côté justicier no limite, et c'est ça aussi qui fait un peu le côté intéressant du personnage. C'est toute l'histoire des séries, de la série, qui est vraiment portée sur ce questionnement. Qu'est-ce qui fait le héros? Quand est-ce que le héros doit s'arrêter malgré qu'il est touché personnellement? Non, c'est... Je sais pas, comme tu dis, on va pas trop parler du Born Again, mais quand tu prends la partie Netflix, c'est... Voilà... On a eu le questionnement par rapport à Dieu, etc. Mais je trouve que le questionnement par rapport à la justice des hommes est plus important que peut l'être dans le comics, où j'ai l'impression qu'il y a souvent ce rapport à Dieu. Je sais pas, toi qui en lis beaucoup... Oui, il est très pieux, en fait, maintenant, pour le coup, et ça transparaît dans la série Netflix, mais dans les comics également. On le voit, il a un rapport particulier avec notamment je crois que c'est avec l'église, et avec notamment un couvent, je cherchais le mot. Ouais. Et voilà, et pourtant c'est un diable, il utilise un costume de diable, enfin il y a vraiment cette dualité aussi dans le choix de ce qu'il a, enfin son costume pour le coup, pour combattre le crime, alors que c'est quelqu'un de très pieux, et le diable normalement c'est l'opposant absolu, quoi. En fait je pense qu'il y a un côté où le jour il se doit d'être parfait, donc le côté un peu angélique du truc, et le soir il se dit c'est terminé, j'ai pas réussi à être juste pendant le jour, la nuit je me défoule, quoi. Exactement. Surtout que c'est un avocat de la défense, il faut savoir ça aussi, en termes aux États-Unis. C'est la tournée. Voilà,
Ouais, ils utilisent le thème Attorney at law. Du coup, à chaque fois, ils utilisent vraiment ce terme-là. Quoi. Ouais, parce que je croyais qu'Attorney, justement, c'était le... C'est le procureur, le district. procureur, Alors, c'est voilà. le district Attorney, le procureur pour le coup. Oui, c'est voilà. le DA. Et c'est pour ça que Nelson, dans la saison 3, son pote, décide de candidater comme procureur district Ouais, Attorney. parce qu'en plus, eux, c'est des élus. Enfin, c'est Oui, c'est tout bordel, pas possible. C'est pas du tout comme chez nous, non. Non, mais visiblement, ils sont en train de régler vite fait le truc. Bref, c'est un autre débat. Mais oui, Daredevil, et puis pour le nom, comme tu dis, on est sur quelque chose de démoniaque, mais c'est l'homme sans peur. En français, il était souvent mis l'homme sans peur, et au contraire, on voit qu'il est plein de failles, quoi. C'est justement ça, pardon Mathilde, mais c'est justement ça où c'est vrai que c'est ce qui transpire aussi à la fois dans les séries, mais aussi bien dans les comics, c'est qu'à chaque fois, et très régulièrement, là j'ai relu les 2 premiers tomes du run de Brubaker, où à chaque fois, il remet en question ses actions, mais en tant que Daredevil, pas en tant qu'avocat, bien évidemment. Donc à chaque fois, il y a très régulièrement parce qu'il se rend compte que ses proches sont touchés, que lui peut être blessé, que des fois ça ne va pas dans le sens où il veut, et donc il y a à chaque fois cette remise en question du costume, de son rôle, chose qui apparaît aussi dans la série Netflix et Disney, mais de cette remise en question à chaque fois. Ouais, c'est tout le postulat de départ de cette nouvelle saison. Ce que je pensais, c'était aussi que ça reprend un peu la logique de Batman, qui est de prendre sa pire peur et de se costumer comme ça pour assumer son côté un peu justicier, un peu pas malveillant, mais un peu qui veut du mal aux gens, qui fait justice, quoi. Il y a un peu ce côté-là, est-ce qu'il a peur du diable et du jugement, et c'est pour ça qu'il se met en diable pour se battre. Il y a peut-être un côté comme ça aussi. Ah oui, une sorte de... Oui, ça peut être une possibilité. On n'a pas parlé du fait que du handicap en tant que tel, oui, qui est représenté visuellement, mais pas. Enfin, on peut pas dire qu'ils le vivent réellement, son handicap. Je trouve que même si j'ai pas tout lu au niveau des comics, mais c'est pas quelque chose qui est très représenté. Tu vois, Jay, tu parlais un moment de la série Hawkeye où il y a une scène, un moment, enfin un run en langue des signes. Oui, et là, si tu veux, j'ai l'impression que la cécité est pas tellement représentée. Alors, tout bêtement, tu vois, mais avec des cases dans le noir, tu vois, avec juste un croquis. J'ai l'impression que ça, visuellement, ce n'est pas ou peu exploité dans les comics, et c'est un peu dommage, parce que moi, du coup, le côté aveugle, en fait, il y a que quand il sort sa canne, et encore, je sais que c'est un artifice. Mais il le compense en fait tout le temps, donc finalement, il voit même mieux que plein de voyants. Mais je trouve que voilà, ça passe un peu à la trappe, je trouve. C'est ça que je voulais... et dans les comics et dans les séries aussi, où je te dis pas, c'est un aveugle. Je crois que dans les séries, il y a une scène à un moment donné où il vit dans le noir, et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit pourquoi t'allumes pas les lumières, et il y a un côté un peu parce que je suis aveugle en fait. Oui, t'as des néons en fait. Ouais, c'est presque mis comme ça, quoi, en fait, alors que ça devrait être un peu le cœur du truc, parce que en fait, il vit avec ça tous les jours, mais comme il compose tout le temps à chaque fois, en fait, oui, effectivement, il voit, quoi. Mais je trouve que c'est dommage, parce que ça pourrait justement faire quelque chose d'assez original. Alors, ça pourrait être, tu vois, pas tout le temps de la série, un épisode où vraiment d'être plongé à se dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est d'être aveugle, et là, t'as l'impression que c'est un peu mis de côté. Ouais. Et vient peut-être aussi du fait de la difficulté de définition des pouvoirs de Daredevil. Exactement. Oui, c'est vrai. Et oui, avec ses sens démultipliés. Il y a une espèce d'histoire d'onde, en fait. Ouais, des colocations. Quand il y a une goutte de pluie qui tombe, il sent l'onde passer. Ouais, c'est ça, c'est de l'écolocation. Ouais, c'est ça. Sens C'est radar, très chauffé. Chauve-souris, c'est ça. Oui, ou dauphin. Dauphin, ouais. Echo the Dolphin, vous vous souvenez de ça? Oui. Faire le lien, Echo. Ouais. Oh, il est incroyable. C'est le seul qui est à fond, qui arrive à être réactif sur le truc. Tout est lié, ouais. Mais oui, donc ce personnage qui est donc en plus, qui date des années, tu disais... 64. 64, ça aussi, il faut voir aussi cette particularité-là. Est-ce que en termes de super-héros urbains, du coup, est-ce que vous trouvez pas que le fait qu'il soit limité à ça a fait que il est moins connu que d'autres? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. J'ai l'impression que, en revanche, c'est peut-être le premier ou un des premiers super-héros à avoir un handicap
réel. Tu vois, alors certes, tous les super pouvoirs ont un peu le côté sombre, mais j'ai l'impression que c'est le premier, alors peut-être hormis Charles Xavier, qui lui est en fauteuil roulant, du coup pour le foot ça va être compliqué, mais du coup j'ai l'impression que c'est le premier. Alors est-ce que c'était pour le démarquer? Je sais pas en fait, ça s'est cité d'où est-ce qu'elle vient. Enfin, pourquoi au niveau création du personnage, ils se sont dit tiens on va le faire aveugle. Je pense que Marvel pour le coup au tout début et c'était un petit peu l'idée de Stan Lee, c'était vraiment de rendre des personnages, contrairement à DC où il y a ce côté toujours très Dieu au-dessus de la masse, etc., de déifier en fait ces personnages. Lui, chez Marvel, ils ont vraiment eu ce truc de faire des personnages de la vie de tous les jours. C'était le cas avec Peter Parker, Spider-Man, et pour le coup, et voilà, de faire quelqu'un qui a des failles et qu'on voit beaucoup plus d'ailleurs sous son identité civile que sous son alter ego masqué. Et dès le début, c'était le cas. Alors pour le coup, moi j'avais lu les premiers numéros, je crois que j'en ai eu 3-4 du tout début, donc vraiment avec Stan Lee et ce qui paraissait dans Strange. Et pour le coup, il utilise vachement tous les autres sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde les séries Daredevil, il utilise beaucoup Louis, ce genre de choses. Il entend quand quelqu'un est dans l'escalier, va défoncer sa porte avant même qu'ils arrivent. Mais dans les comics, il utilisait notamment le goût, l'odorat, qui sont pas du tout développés en fait ou très peu en tout cas dans les autres médias. Quand il léchait les murs pour retrouver un indice. Mais du coup, il repère, il sent une odeur. Ça on le voit dans les saisons 3 notamment sur Netflix où il sent l'odeur d'un camion de laverie en fait qui passe là avec un nettoyant particulier. En fait, il retrouve comme ça quand il mène son enquête, il retrouve le camion en question et quel pressing ça vient grâce à son sens développé de l'odorat. C'est Sentinelle ça. C'est Sentinelle finalement, ça se rapproche beaucoup de The Sentinelle. Oui, exactement, c'est ça. Pour les plus anciens d'entre nous. Des rêves qu'on mérite. Exactement. Les années 90. Et tu disais qu'il avait un côté très humain tout à l'heure en off, on en discutait avec Mathilde et tu disais par rapport à pas mal d'autres héros aussi, il est pas hypertrophié quoi, il a pas des muscles machin, c'est monsieur tout le monde en fait, notamment dans la série il est représenté comme ça. Même l'acteur en soi, c'est quelqu'un qu'on pourrait trouver dans la rue, enfin on le croiserait, enfin ça peut être le plombier du coin, ça choquerait pas quoi. Donc et puis il y a le côté il est pas riche quoi aussi. Oui. Le fait qu'il a un appartement normal, il a une vie normale en fait. Oui. Et il décide de lui se mettre en danger alors que... il le choisit parce que c'est en restant avocat de la défense qu'il fait pas de pognon parce que sinon il est très bon et qu'il pourrait être en cabinet. Je vais pas spoiler mais tu le vois dans le Born Again. Il décide d'aller dans un cabinet, l'appart il grandit. Oui, c'est ça, mais c'est un peu plus de moyens quoi. Voilà. Oui, donc il pourrait être riche. Mais c'est un personnage qui décide de se mettre dans ces conditions-là, malgré beaucoup de handicap et d'opposition. C'est aussi pour ça qu'il a été naturellement raccroché avec les séries Netflix à Luke Cage, qui lui est sur un personnage défendant son quartier aussi. Brooklyn, Voilà. Iron Fist, c'est encore tellement particulier que je préfère ne pas en parler. Mais Jessica Jones aussi. Jones. Oui, on est sur comment dire, une détective privée. Et puis elle décide d'être proche des gens aussi. Il y a un côté où il se met au même niveau. En fait. Côté protecteur. Ouais, en fait, je suis comme vous, donc je vais vous protéger. C'est les super-héros populaire dans le sens premier du terme, je trouve. Contrairement à un Batman qui, lui, juste, il est tellement d'argent et juste, il c'est un peu... son seul échange avec la plèbe, je dirais, c'est son alter ego. Ouais, et puis il leur parle pas, en fait. Il les protège, il tue les méchants en les jetant d'un immeuble. Non, je l'ai pas tué, regardez, il est tombé par terre. Mais il est dans le couloir pour des années. Mais il est pas mort. Il a plus de jambes. Mais bon, c'est pas moi qui tue, c'est Nightwing. Ah, moi je tue pas. Enfin, tu les rends tétraplégiques, donc bon, c'est un peu pareil, quoi. Mais ouais, donc lui, en fait, c'est ça, il dialogue pas avec les gens. Et puis quand il les sauve le soir, il passe, il apparaît, il tue le méchant, et hop, terminé. Ouais, donc est-ce que le succès de Daredevil vient de sa proximité affichée? Oui, je pense qu'il y a un petit processus d'identification en te disant, même si l'avocat, et que les avocats ça court pas les rues, mais pas tous avocats. On n'a pas tous la même vie, mais si tu veux, tu te dis il a un métier comme tout le monde, il vit comme tout le monde, ses problématiques de métier de jour, on va dire, sont un peu les nôtres, des horaires, devoir répondre à des règles, surtout lui qui travaille avec la loi. Donc il y a un peu ça où on se dit, voilà, son quotidien n'est peut-être pas le même que celui de Clark Kent, où on sait qu'à tout moment il peut
tu vois, tout renversé d'un côté. Il y a cette dimension-là. Aller au soleil se charger. Et puis... Voilà, lui, il est quand même restreint dans un certain domaine. Et je pense que là aussi, les séries Netflix et Disney, bien sûr, mais rendent bien ça à chaque fois de montrer la ville, de montrer l'environnement, ce qui est encore plus vrai dans la série Disney+, où tu as ce blog, tu vois, vidéo. J'ai trouvé ça une excellente idée. Voilà, où on voit, si tu veux, en fait, on voit la vie. J'ai même l'impression, je me demande même si les comédiens sont vraiment des comédiens ou si c'est des gars triés sur le volet en dehors. Mais tu as à chaque fois cette remise au niveau zéro, en fait, de dire, en fait, on est dans la vraie vie, tu vois. Et c'est ces petits pastilles de blog, elles sont criantes de vérité, tu vois. C'est le monsieur tout le monde, quoi. Il y a un petit côté aussi, le fantasme se rendre justice en ayant vu que des injustices toute la journée. Le gars, tu te dis, moi aussi, je ferais bien. C'est ça, et d'aller plus loin. Voilà. Moi, rendre justice parce que je trouve pas ça normal. Avec une pelle. Une pelle. Ouais, d'accord. On va faire une première pause. On a beaucoup de choses encore à dire sur ce personnage. On va faire quoi? Allez, on est allé chercher. Hein. Je n'ai pas la liste, c'est très peur. Ouais. Evanescence. Evanescence, et oui. fit Paul McCoy of 12 Stones. Bring Me to Life du film Daredevil. Allez. Man, you come right out of a comic book. Je voulais aborder avec vous, les amis, le côté armement de notre personnage, où on peut dire qu'il a quoi, 2 bâtons? C'est ça. 2 bâtons avec un fil au milieu. 2 bâtons avec un fil, voilà. On est rudimentaire. Hein, oui. Tu vois, tu parlais de la canne qui est accessoire. Au final, c'est la canne qui est censée servir dans les comics au début. Ouais, je crois que c'est ça. Plus ou moins, ouais. Il a qui se déplie, Ouais, mais très gadget. Mais après, ça reste les bâtons. C'est quand même assez rare. Enfin, un personnage qui se bat autant, qui est aussi Ninja, Nightwing. Ninja. C'est très proche, des Tortues Ninja, de Nightwing, les héros urbains, quoi. Ouais, clairement. Mais des héros urbains. Regarde, je parle Marvel. On reprend avec ceux qui Luke Cage, un impénétrable, invulnérable. Iron Fist, un coup de poing, il te fait tomber un immeuble. One Punch Man. Jessica Jones, super force et chute contrôlée, comme elle dit, pas vol, mais chute Après, ça se contrôlée. rapprocherait peut-être d'Electra. Electra qui a juste des sailles, Des sailles, des sailles, donc c'est un peu ses armes... encore Tortue Ninja, finalement. Oui, c'est Tortue Ninja. Ces armements, ces armes blanches, ou même pas blanches, blanc clair, pour Daredevil, mais si tu veux, où c'est pas vraiment, c'est pas le Punisher, c'est pas... c'est peut-être c'est des armes de défense, je crois. Mais c'est vrai, oui, peut-être c'est des armes de défense, parce que c'est juste fait pour désarmer, je crois. Alors le saille, je sais pas, quand même, sur le saille, tu prends un coup de saille, je pense qu'il était mal. Je suis pas sûr, justement. Mais je sais pas si vraiment... Parce que, en fait, c'est pas très... Puis bon, elle a un background qui l'amène en Asie et qui fait qu'elle a cette lien avec ses armes. Mais je veux dire, Daredevil en urbain, tu pourrais t'attendre à pas une arme, si tu, pas quelque chose, une arme à feu, mais peut-être quelque chose un peu plus lourd. Oui, comme tu dis, un vrai bâton. Une batte. Là, un couteau. Sa particularité, c'est de pouvoir lancer le truc, faire 25 rebonds et qui vient lui taper derrière la tête. Mais c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours dérangé. Pas dérangé, mais interloqué que. Au milieu de tout ce qu'on te met comme personnage, ce personnage-là a une force relativement normale. Mais il est pas super fort. Il a pas la super force. Voilà, je pense encore il a pas de vitesse. Ouais, mais je pense encore une fois, c'est pour rendre le héros plus humain et plus accessible. Et comme disait Mathilde, en fait, il a pas, c'est pas une arme, c'est de la défense en fait. Et peut-être que ça revient à avoir un personnage qui se défend et défend les autres, mais qui n'est pas spécialement là pour attaquer. Et c'est vrai que très souvent, peut-être qu'il est rarement, si tu veux, à l'origine de l'attaque. Lui, il vient peut-être pour libérer quelqu'un ou quoi, et il ne fait que se défendre. Alors, c'est sûr que une fois qu'il s'est défendu, il y a tout le monde qui est à l'hôpital. Ça, c'est sûr. Batman qui tue personne. Voilà, il tue personne, mais tout le monde est à l'hosto. Mais par contre, ça revient à peut-être ça, c'est à creuser aussi.
Oui, c'est un héros de défense, quoi. Mm. Ouais. C'est un défenseur, quoi. Alors, oui, pour poursuivre ça, c'est bien représenté dans la série Netflix où on voit que les combats durent très longtemps, les mecs se relèvent. Bah oui. Voilà, non, mais ils sont pas KO sur un coup de poing ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu vas les voir souffrir 2 minutes pendant qu'ils s'en occupent d'un autre, mais ils se relèvent. Voilà, cette fameuse première scène dans le plan couloir, séquence. le plan séquence. C'est très long, effectivement. Avec un miroir, vous verrez sur le premier épisode de la nouvelle série. Mais voilà. Jay, je vais te repasser la main, que tu nous fasses un peu l'état des lieux des antagonistes. Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous montrer à travers plusieurs planches, avant de passer sur les antagonistes, juste sur une alliée, en fait, pour le coup, on en a déjà un petit peu parlé, qui est Elektra, qui est incarnée par Jennifer Garner dans le film de 2003, et qui est un personnage central, en fait, depuis notamment le run de Frank Miller, donc dans les années 80, Frank Miller qu'on connaît très bien, notamment pour ce qu'il a fait sur Batman. Il a fait un énorme boulot là-dessus, sur 300, etc. Et en fait, il y a une planche, moi, qui est ultra marquante de son run. Alors, petit spoil pour ceux qui l'ont pas lu et qui voudraient le découvrir. Attention, cachez-vous les yeux. C'est notamment une scène avec les fameux Sai. Tout à l'heure, tu dis ça doit faire mal un Sai. Et notamment, c'est une scène avec Bullseye, qui est un antagoniste de ce fameux run. Et il y a une scène qui est très marquante. Moi, je sais que la première fois que je suis tombé dessus, j'ai fait waouh, quand même, ils vont jusque-là. Et notamment, c'est cette fameuse scène. Donc là, c'est bien pour ceux qui sont à l'audio, c'est pas du tout radiophonique. Mais c'est une scène, effectivement, avec un personnage qui prend cher avec un Sai. Et donc, qui est assez marquante, en fait, où le personnage se fait embrocher. Et on a finalement la tenue derrière qui se tend, en fait. C'est-à-dire qu'il transperce le personnage, mais pas sa tenue. Et voilà, cette scène est assez choquante quand on tombe dessus, surtout quand on sait que ça date de 82. C'était dans un épisode de Daredevil numéro 181. Donc ça dépasse quoi. Voilà, ça dépasse. Voilà, c'est un moment très marquant en tout cas, donc avec un ennemi en particulier qui est Bullseye, qui est un personnage qui est un tireur d'élite. Et une alliée pour le coup qui est le personnage d'Electra avec qui il a été notamment en couple. Et donc c'est Frank Miller qui a mis tout cet aspect ninja, qui a apporté vraiment cet aspect ninja, sa formation, dans le run de Daredevil, ce qui n'était pas du tout le cas dans la version de Stan Lee au départ. Et pour revenir sur les armes et pour approfondir un petit peu ce truc-là, il y a une planche. Alors ça pour le coup ça a rien à voir, c'est dans un event assez récent qui s'appelle War of the Realms, qui était normalement une histoire sur Thor. Et dans lequel en fait le personnage de Daredevil va être utilisé à contre-emploi. On le voit avec une énorme épée. Et en fait là donc on est dans l'univers cosmique. C'est une des rares fois justement on l'a vu sortir un petit peu de son quartier de Hell's Kitchen et où en fait il va se retrouver à prendre la place de Heimdall, le gardien du pont arc-en-ciel, le Bifrost, qui permet un aveugle pour faire ça. Et en fait c'est ça, c'est le dieu qui voit tout. Et en fait on y retombe toujours un petit peu sur cette notion de justice aveugle, du fait que son handicap fait que finalement il arrive à le compenser d'une autre façon, et là pour le coup il voit tout comme Heimdall dans les différents films Thor notamment, et qu'on retrouve. C'est vrai que j'avais oublié qu'il prenait ce poste-là dans cet event. C'était à contre-emploi et j'ai bien aimé le retrouver là-dedans. C'est pour le coup ça a absolument rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. C'était une utilisation un peu rigolote, quoi, un clin d'œil si on peut dire. Voilà. Oh joli. Magnifique. Il peut le faire. Hein. il peut se le permettre. Il peut le faire. Et donc parmi les antagonistes, le plus grand antagoniste, donc Rémi nous en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais moi c'est le Caïd. Vraiment, j'associe Daredevil au Caïd, et bizarrement pas au Punisher, parce qu'on en parlait avec Mathilde, mais le Punisher se situe un peu à la fois comme un allié et comme un ennemi, parce que c'est une question de vision des choses. Mais pour moi le Caïd, qui est magnifié dans la série par Vincent D'Onofrio, qui joue très très bien. Mais je trouve que c'est l'incarnation même, tu vois, du personnage. Tu te demandes même à quel moment il joue, à quel moment il joue pas, tu vois, tellement il a toujours cet aspect menaçant. Bon, je pense que dans la 4e saison, il a perdu un peu de poids, j'ai l'impression. Mais justement, il y a une rencontre qui apparaît dans la bande-annonce, vous verrez, où Daredevil lui dit... T'as perdu du poids, mais t'as gagné du muscle. Et c'est vrai que moi, vraiment, c'est la série Netflix Daredevil. Pour moi, c'était vraiment l'opposition avec le Caïd, mais dans tout ce qui faisait le Caïd, cet aspect menaçant, des fois cet aspect aussi bienveillant avec Vanessa, qui est sa femme, mais ce côté un petit peu manipulateur avec Bullseye. Enfin, je trouve que l'épaisseur qu'a donné D'Onofrio à ce personnage
est vraiment à saluer. Je veux dire, Et t'as pas encore vu le Born Again? Parce que dans les comics, Si, moi j'ai vu le troisième, Ah, ouais, d'accord. je me suis mis à jour. dans les comics, cet antagoniste, il est pas aussi poussé. Je sais pas, je suis pas non plus un expert, tu vois, là dans le run de Brubaker, Daredevil est en prison et avec le caïd, Déjà, donc tu sens que le caïd déjà il est un peu manipulateur, tu sens qu'il faut pas s'y frotter sinon il en tue plusieurs, tu vois, mais j'ai l'impression que dans la série il arrive à donner, tu vois, à ouvrir les émotions du personnage. Vraiment, tu vois, à l'enrichir, tu vois, et puis il raconte quel était son parcours, comment il est devenu ça, comment il est devenu le caïd, les relations qu'il avait avec son père, avec sa mère, enfin vraiment, je trouve que c'est, voilà, je sais pas s'il a eu une récompense, mais moi je lui aurais filé une récompense haut la main, et j'ai hâte quelque part qu'il intègre de manière un peu plus officielle le MCU, vraiment, parce que c'est quelque chose qui serait... Il y a des rumeurs, hein. Ouais, Ah ouais qui serait l'antagonisme principal du Spider-Man 4. Oui, parce qu'on retrouve beaucoup dans l'univers de Spider-Man. Oui, pour l'instant, il n'est pas au courant, c'est ce qu'il a dit sur Twitter. C'est vrai qu'il est pas au courant. Il n'est pas au courant. Mais du coup, ça ferait sens et ça rejoindrait le comics. Tu parles Del Otto, où c'est lui qui l'a dessiné, Family Affair, je crois. Oui. Voilà, de Mary J. Blige. Mais du coup, c'est... voilà. Mais du coup, tu regardes avec un regard vide. Non, c'est une chanson de Mary J. Blige, c'est pour ça. Oui. Mais du coup, enfin voilà, il y a tout ça et je trouve que c'est... Je sais pas, mais c'est un peu comme Tony Stark et dans des juniors, tu te dis, et je pense qu'il pouvait pas y avoir meilleur acteur. Alors, c'est super cast. Ouais. On sait pas ce qui ça aurait pu être avec Tom Cruise ou on sait pas, tu vois. Mais là, t'as l'impression que l'acteur était né pour jouer ce rôle, et je trouve que si la série Daredevil marche autant, c'est parce que il y a vraiment un antagoniste de poids, je vais dire, mais de qualité face à Charlie Cox. Oui, et on le retrouve dans le run de Brian Michael Bendis, du coup, hein, l'homme sans peur, voilà, qui a été publié notamment en select chez Panini, et voilà, avec une tentative d'assassinat au tout début du run, et avec notamment la notion de son fils. Il y a tout un lien avec la Rome antique, et avec César et son fils Brutus qui l'assassine, et voilà, là c'est son fils qui fomente quelque chose contre lui. Il a perdu la vue également dans ce run là, Wilson Fisk, et donc il y a tout un lien sur le parallèle entre justement Matt Murdock et Wilson Fisk, qui connaît son identité alors que les autres, son identité civile, les autres le savent pas. Et pour le coup, voilà, c'est un run assez marquant qui est absolument magnifique pour le coup, voilà, qui est dessiné à la perfection par Alex Maliv. Donc voilà, que moi je recommande très très largement ce run de Brian Michael Bendis. Alors moi j'ai trouvé que ça parlait beaucoup. Ça parlait beaucoup. Faut pas s'attendre à un comics qui va dans tous les sens. C'est assez lent et long. Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de relations dialogues avec Bendis. On est plus sur de l'enquête alors. Oui. Ouais, mais au-delà de ça, je pense que c'est un peu comme Jessica Jones, le comics. C'est vraiment quelque chose qui se développe sur le très très long terme. Ça, voilà, ça parle. C'est pas le même rythme. C'est pas. C'est un peu ça qui m'avait, voilà, un peu rebuté. J'ai fini le run parce que j'ai les 4 en select, mais je peux pas dire non plus que pour moi ça a été une lecture incroyable. Des fois, je me disais bon allez, il faut passer à la suite. Un peu long, quoi. Ouais, c'est un peu ce qui m'a un peu déplu. Mais aussi, pour revenir sur le caïd, ce qui est peut-être bien, c'est qu'ils n'ont pas fait une série caïd. Ils l'ont pas bouffé, tu vois. Ouais. Ils l'ont pas éculé déjà trop longtemps. Donc, je trouve que c'est ça qui fait une harmonie très bien. Cette scène de discussion dans le diner entre les deux. C'est dans la bande-annonce. Ouais. Tu peux échanger les trucs de chaque côté, ils se disent des choses que l'autre pourrait lui dire, et il y a un lien, tu vois qu'ils sont contents de se retrouver dans un sens, tout en sachant que s'ils se retrouvent, c'est que c'est le bordel, c'est que ça va être le bordel. Exactement. Enfin, bah. Donc, c'est moi qui conclue, finalement. Bah, tu peux conclure si tu veux, voilà, ouais. Eh ben, écoute, on a fait le tour de Daredevil, vite fait. Hein. Voilà, ouais, dans le temps imparti. Voilà, à la canne blanche. On a fait tout ça. J'espère que vous êtes fait, vous aussi, une idée. Si vous avez une vision différente du personnage ou des précisions que vous voulez nous amener, n'hésitez pas à échanger avec nous sur les réseaux sociaux. On est présents. On va faire une deuxième pause musicale. Cette fois, c'est Demi the Daredevil. Ouais. Ethan Gander, Voice Note. Oui, bah là j'ai trouvé juste en mettant Daredevil, voir un petit peu sur internet ce qui sortait. Okay. Et le titre est un peu R&B, pop, très sympa. C'est un artiste que je connaissais pas, Demi de Daredevil, et je vais l'écouter avec attention maintenant. Man, you come right out of a comic book.
Eh ben ça finit comme ça aussi. C'est comme ça. Voilà. Abrupt. Un petit Logan. Voilà. Est-ce que ça ne se fait plus les réductions fade-out. Ouais, le fade-out, ouais. non, ça ne se... Pas trop visiblement. C'était les années 2000. Ok. Je sais pas. Evanescence, il le faisait, les autres non. Evanescence, oui, Ouais. c'est sûr. Bon, messieurs, on va passer à notre partie chronique. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer. J'avais envie de vous parler de X-Force de Simon Spurrier et Rock E. Kim. D'accord. Voilà, donc Ah ouais. coréen, j'imagine. Je ne connais pas du tout. Tu connais ça. Alors, il s'agit du run, ça s'appelle Acte d'agression. Pour vous donner le contexte, X-Force, ça a été créé par Cyclope à la base. C'est une équipe de mutants qui fait le sale travail que les mutants, les X-Men officiellement ne peuvent pas faire. Voilà, D'accord. donc ils sont chargés d'assassinats, Sympa. d'autres, des divers opérations troubles, voilà. Et donc on est sur les mauvais garçons des mutants, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il s'agit de la seconde équipe qui a été créée, donc qui a été recréée par Cable. Qui, avec sa fille Hop, vous savez, voyage dans le futur. Et cette fois, Hop est tombé malade suite à un incident encore créé pour mettre en cause les mutants. Rien de bien nouveau, j'ai envie de souvent vous avec dire. les X-Men et C'est tout vrai que ça. c'est souvent l'idée, Donc là, c'est de les éradiquer. on est dans les années 2000, hein, donc on est le dernier gros événement qui a touché les X-Men, c'est la disparition suite à la sorcière rouge. Voilà, qui House dit, of M. Voilà, qui Plus dit de plus de mutants. D'accord. Donc on est dans cette époque-là, un peu après. Donc Cable réunit Psylocke, Marlowe, vous savez, celle qui est avec les excroissances osseuses, Ouais. qui était Pas le plus connu des personnages. Ouais. non, Je vois Rémi qui fait la moue, mais Oh, Marlowe, alors là, Capitaine Marlowe, elle. Ouais, c'est ça. Non, Il s'est dit qu'il a pas il a pas à faire, ouais. Pourvu qu'il la fasse Évidemment. pas. Il l'a fait. Ah ouais, c'est très. Non, c'est ceux qui vivaient ceux qui vivaient dans les égouts là. les Morlocks. Les Morlocks. D'accord, ok. Voilà, Mais merci. les excroissances, elles les jettent comme. Oui. c'est ça. C'est d'accord. des os qui partent. Et c'est un porc qui pique en fait. Oui, c'est ça. Elle perd les os, un peu, en quelque sorte. Oui. Oh là là. Il Aïe, les aïe, aïe, prépare, ça, il c'est les note. Il les note, il attend le bon moment pour les placer. J'aurais dû finir par Marlowe. Il y a Fantomex, qui est un personnage sorti de l'arme X. Oui. Ok, ouais. Ouais. C'est Fantomas, mais je crois que c'est pas la même personne. C'est pas lui. Et le professeur, dont je me souviens plus le nom, mais qui est assez subalterne, voilà, qui gère toute la partie technique de leur organisation. Bref. Le principal atout de cet opus, c'est que psychologiquement, il est très particulier parce que tous les personnages, quand je dis bien tous, sont brisés, mais brisés vraiment dans leur Psychologiquement, quoi. Ouais. psychologiquement, mais aussi dans leur façon d'être par rapport à qui ils sont en fait. Voilà, ils se mettent en décalage. Cable, on voit qu'il est de plus en plus différent et distant par rapport à la personne qu'il était. Donc Hope, je vous l'ai dit, est dans le coma, donc même si, voilà, je vous laisserai lire. Marlowe a perdu la mémoire suite à des manipulations. Elle a retrouvé son pouvoir suite aussi à ces manipulations, donc elle est totalement perturbée. Voilà, tu vois qu'elle jette les petits pics. Fantomex, lui, avait 3 cerveaux, s'est retrouvé à diviser en 3 unités. Donc on a la partie qui pense qu'elle est le meilleur en Il tout a un tiers de et cerveau. qui découvre, non, Comme il y en moi. a voilà, qui découvre qu'il y a des personnes qui font les choses mieux que lui. Oh, quel choc. Mais vu qu'il est programmé parce qu'il a des Pour être parfait, nanites, ouais. voilà. Donc il y a Ah oui, cet ça bug, antagonisme qui se crée. Et tu as Psylocke qui, elle, donc assassin avec une lame psychique, a décidé qu'elle ne tuerait plus. Ah oui, dommage. D'accord. Voilà.
Et vous mettez tout ce petit monde-là au milieu d'une recherche de criminels qui ils sont persuadés que c'est des mutants au début ou quoi que ce soit, ou une organisation. Et en fait, non, c'est juste un oligarque qui a décidé que, qu'il fallait faire le ménage et que finalement, on pouvait donner des pouvoirs un peu à n'importe qui. Tant pis si les pouvoirs leur fait durer qu'une seule journée. Oui, c'est un peu... Après, ça passe à une semaine, mais c'est des humains qui deviennent des armes. C'est un peu dans le style de Suicide Squad, de juste des humains deviennent des armes, et aussi parce qu'ils ont des pouvoirs, donc on s'en sert, et puis s'ils meurent, tant pis quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc tout cet opus est très intéressant psychologiquement. Acte d'agression, X-Force, je vous le conseille, et vous vous ferez une idée, mais de toute façon X-Force c'est toujours très sympa, quelle que soit l'époque. Wakanda Forever, il nous fait pour le ça. Ok. Allez, je te laisse la main, Dieu. Allez, moi je vais vous parler de Jessica Jones. On va faire un petit lien, dans l'univers Marvel pour le coup, et notamment le lien avec Daredevil, qui est donc un personnage, un petit peu secondaire, qui a été créé par Brian Michael Bendis. Pour le coup, avec un run qu'il a débuté en 2001, qui allait jusqu'en 2004, qui dure 28 épisodes et qui a quand même eu 2 Eisner Awards. Donc il a été récompensé dans les univers de super-héros. C'est quand même pas trop fréquent. C'est dessiné par Michael Gaydos, qu'on retrouve notamment dans Daredevil Redemption, qui est un récit qu'on aime beaucoup. Et moi je l'ai lu, donc ça c'est le tome 1 dans la collection Marvel Select chez Panini, donc d'occasion. Pour le coup, c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement, notamment sur les sites de revente d'occasion. Et donc on va y suivre l'ancienne super-héroïne Jessica Jones, qui lance une agence de détective privé, donc c'est vraiment le début, son origin story. Et pour le coup, son agence qui s'appelle Alias Investigation, qui est spécialisée dans les affaires qui impliquent des surhumains. Et on va la voir déjà, dès le début, avoir de grosses difficultés, parce que sa première affaire, elle va mettre en cause un des membres des Avengers. Donc voilà, c'est un peu chaud. C'est pas Captain America il se pourrait bien que ce soit Captain America. non, mais je l'ai aussi, mais je l'ai lu il y a commence fort quand même. Hyper longtemps. Voilà, et donc quand c'est la figure de l'Amérique qu'on met en cause, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle le dénonce? C'est un peu compliqué. C'est un peu le parfait américain patriote qui est un peu intouchable, quoi. Donc, Exactement. Et donc ça va vraiment contrebalancer avec ce personnage. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est que c'est une femme forte, c'est une bourrine absolue. On inverse tous les codes du film noir avec le détective, la femme fatale, tout ça, parce que pour le coup, c'est elle qui décide, c'est elle qui prend le pas sur tous les autres personnages. Elle parle mal, elle boit, elle fume, elle couche avec qui elle veut. C'est vraiment un personnage, c'est vraiment une femme forte pour le coup. Et c'est un récit qui est absolument... Moi, j'aime énormément tout le run. On y retrouve notamment un découpage très particulier qui va utiliser du coup beaucoup les espaces noirs ou les espaces blancs autour des cases, en fait, avec les vignettes, la répartition des vignettes. Donc Michael Gaydos s'amuse en fait beaucoup avec ça pour sa narration. C'est un récit aussi qui va utiliser beaucoup la répétition. Ça, il adore le faire aussi, avec des fois des petites vignettes qu'il va répéter, notamment quand Jessica Jones écoute quelqu'un qui lui fait sa déposition et lui explique l'affaire. Donc on va la voir à chaque fois répéter en train de fumer sa clope en face d'elle, et on va le retrouver à plusieurs reprises à chaque début d'affaire. En fait, on va voir cette même scène qui va se répéter. Donc voilà, il y a tout un tas de petites techniques graphiques qui sont utilisées, que moi j'aime beaucoup. Et c'est un récit pour le coup que je vous recommande très fortement. Le dessin peut ne pas plaire par contre, parce que les visages sont un peu particuliers. Michael Gaydos a quand même un trait assez particulier. Les couvertures sont dessinées par David Mack, l'incroyable David Mack, qui fait des couvertures absolument magnifiques, mais ça n'a rien à voir avec l'intérieur. On en parlait à la précédente émission. Toujours ouvrir. Mais malgré tout... Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. On y retrouve les dialogues mitraillettes de Bendis, avec des questions-réponses dans tous les sens. Il y a aussi tout le dialogue interne avec l'introspection. Elle le fait beaucoup, ça, un petit peu comme dans ton livre, Mathilde. Voilà, donc c'est vraiment un récit pour le coup que je conseillerais très très facilement. Ça se rapproche de la série ? Très proche, bien sûr. On y retrouve l'homme pourpre d'ailleurs, Killgrave. Donc voilà, un petit peu plus tard dans le run. Voilà. Où l'actrice est très très bonne. Elle a donné une vie... je trouve, à ce personnage. De Breaking Bad, elle est dans Breaking Bad. Oui, tout à fait. Elle incarne très très bien. Inconnu au bataillon. Non, j'ai pas le temps pour les séries, moi. Oh là là, Sauf Daredevil. Moi, je vais vous parler de... j'ai ressorti ça de mes archives. Superman Kryptonite, de Darwin Cook, le neveu de Captain Cook, et de Tim Sale.
c'est les poivres. Et en fait, du coup, donc c'est sur Superman. Donc, si vous connaissez Tim Sale, il a fait notamment un long Halloween, il a fait Daredevil jaune. Il était très souvent associé à Jeff Lobb. Et ici, non, du coup, on retrouve pas le même duo de scénaristes. Dans Hulk gris, dans Spider-Man bleu, Captain America blanc, etc., etc. La série des couleurs. Excusez-moi. Et ce que j'ai trouvé particulièrement original, en fait, je l'ai relu il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, il donne une conscience à la kryptonite. Et ce que j'ai trouvé particulièrement original, la deuxième originalité, c'est que il y a l'action, on va dire, à chaque début de chapitre, commence il y a, on va dire, 1000 ans, et ça remonte le temps. Donc, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, ça se rapproche de l'action pour voir, en fait, la conséquence de l'arrivée de la kryptonite sur Terre, qui est arrivée avec Superman, mais tout le chemin qu'elle a fait. Et du coup, on voit la famille du Superman, on voit sa planète avant. Voit pas spécialement, ça on va le voir vers la fin, mais surtout on va voir, si tu veux, c'est comme on va dire un artefact, si tu veux, mais qui a traversé plusieurs guerres. Tu vois, et en fait on le voit un petit peu en accéléré, mais on voit que cet objet tombé du ciel est l'objet de convoitise de certaines personnes qui veulent des fois le garder juste en contemplation, d'autres qui veulent le revendre, etc. Et donc tu as une fascination et une attraction autour de la kryptonite qui pense, en fait. Donc tu as des bulles de la kryptonite. Un peu à la Venom, du coup ou... Oui, elle a sa conscience, mais elle ne peut pas bouger. En fait, c'est une pierre qui pense. Et donc tu as aussi... écoute, il y en a un pierre qui pense. Une pierre qui pense, ça peut exister. Il y en a ici. Mais du coup, ça peut... Ils pensent comme des pierres. Ils pensent comme des pierres, une pierre qui pense. Et voilà. Et tu en parallèle, tu as donc, c'est un peu, on va dire, l'année 2 de Superman, où il est pas encore au fait de ses pouvoirs. Il se pense mortel à un certain degré, sauf qu'il ne l'est pas. Et ça va être un peu sa première rencontre avec la kryptonite. Avec évidemment Lois Lane, où elle a un autre homme dans sa vie, parce que Superman est un homme très occupé. Et du coup, et donc du coup Lois Lane, se sent un petit peu abandonnée par l'homme d'acier qu'elle aime. Donc il y a toute cette intrigue-là, sur plusieurs niveaux. Et je trouve que c'est un super récit. Moi, je suis fan de Tim Sale, de ce qu'il faisait. Je trouve que voilà, ça rend encore une fois ce personnage de Superman humain, parce qu'on a du mal des fois à donner de l'humanité à Superman. Oui, un truc qui me plaît beaucoup, c'est déjà qu'il a des bleus sur la couverture. Voilà, là, voir Superman avec des bleus, c'est il a ramassé, et du coup, voilà, ça ramène un peu d'humanité dans ce personnage, où on sait que c'est parfois compliqué de l'attaquer, en fait. Physiquement, c'est compliqué, mais il y a que voilà, sur cet aspect-là, avec la kryptonite, et je trouve que le scénario de Darwyn Cooke donne de l'humanité, mine de rien, à cette roche venue du ciel, et ça amène ce petit truc en plus au niveau scénario qui est intéressant, parce qu'elle pense et parce que en fait c'est comme deux personnes, si tu veux, éloignées dans le temps et dans l'espace, qui vont petit à petit se rencontrer. Mais est-ce qu'elle en veut spécialement à Superman, ou ce qu'elle provoque sur lui, elle n'en a pas conscience? Absolument rien. Pour elle est là, elle est sur Terre, c'est sa place, enfin elle est là, si tu veux. Oui, c'est un dégât collatéral, quoi. Ah oui, elle sait absolument pas qu'elle va blesser Superman, et lui pense, au fur et à mesure, si tu veux, il repousse un petit peu sa résistance, parce qu'à un moment il doit intervenir dans un volcan, il avait peur de mourir, et donc lui découvre même l'étendue de ses pouvoirs, et il va se révéler faillible à une roche qu'il ne connaît pas. Donc voilà, pour moi, Superman Kryptonite, c'est un petit indispensable à avoir dans sa comixothèque. Je vais te prendre. Ouais. Très bien. Il y a un échange entre Superman et cette pierre, enfin cette pierre, elle a une conscience. Donc tu dis qu'elle réfléchit à ce qui se passe, ou est-ce qu'elle peut s'exprimer, échanger quelque chose? Il y en aura un sur la fin. Je te dévoile pas du coup ce qui va y avoir, mais voilà. Ok. Donc elle est télépathe. À lire. Pas tant que ça, mais... Télépathe tant que ça. Elle est télépathe tant que ça. Pas tant. Bon, c'était 3 bonnes chroniques, enfin surtout les spécialistes. On va passer au jingle avant le climax. Le super quiz. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors on espère que vous allez le résoudre, mais si. Bon. Alors qu'est-ce que tu nous as trouvé comme avec thème? les films et les séries, vous allez pouvoir le trouver. Daredevil. Oh, sans blague. Ah oui, sans blague. Alors les premières questions, ça va être très facile, ça va aller très vite. Après, ça va être un petit peu plus compliqué. Je sens que dès le départ, pour moi, ça va être très compliqué. Quelle est la couleur du costume de Daredevil à ses débuts? Jaune et rouge.
Il est jaune. Effectivement, il n'était pas rouge. Non, Tout au début. Ah, il était C'est tachant en jaune quand même. Hein. Il a des petits bouts de rouge dessus. Ah, je crois que c'est jaune et rouge. On peut mettre des combinaisons rouges comme ça, si on saigne, on ne le voit pas. Eh, malin. Ouais, ça aussi, autre référence. Quel est le nom de famille d'Electra? Nachos. Nachos. J'avais déjà posé la question. Nachos, Il y a un Nachos. truc. Nachios. Elle est grecque. Ouais. Ouais, mais c'est un truc de bouffe, donc forcément. Ah ouais. J'ai la dalle. La chose, c'est direct. Hein. Ah ouais, j'ai la dalle, moi. Tous ces nachos. Quel auteur d'un run marquant de Daredevil est également avocat de profession? Ah, Charles Soule. C'est Charles Soule. Je vous conseille l'émission de Frédéric Sigrist, Blockbuster, sur Daredevil, qui est génial. Oui. Bah, de toute façon, Blockbuster. Ouais, c'est toujours très très bon sur France Inter. Exactement. Le spectacle aussi. Ah ouais, One Man Show. j'ai pas vu. Je te conseille. Quel est le nom du mentor de Daredevil qui est lui aussi aveugle? Stick. C'est Stick. Bon, il a tout appris c'est par pas cœur. T'as vu les réponses? Mais non, mais attendez, parce que là, moi, Non, mais j'ai écouté Blockbuster hier, donc. j'ai moi ça qui sait. C'est un vieux avec un bâton, d'où le nom. Voilà. Ah oui, donc là, Nacho, Stick, d'accord. Donc là, il n'y a plus de force. Pour Daredevil, il avait plus de nom, il avait plus Bâton, envie. mais quoi. ça s'appelle Stick, du coup. Ok, bah là, très bien. Ouais. Alors là, un peu plus difficile quand même. On va essayer de Ah oui, c'est corser. vrai que c'est super Voilà. Mais ça donne des chances à tout le monde. Corse pour lui. Ça Il a donne toutes des les chances à réponses. tout le monde. Quel autre métier a exercé Matt Murdock? J'attends un métier en particulier. Il y a un indice dans le nom de son quartier. Cuisinier. Cuisinier. Ouais, Joline. J'étais sûr Ah, il a qu'elle fait allait. ça. qu'elle allait dessus. Son sens exacerbé du goût, pour le coup. Mais voilà, ils l'ont Ouais. utilisé Ah. dans. Ah, mais il dans apparaît son dans jeu. Ratatouille, non? C'est ça, tout à fait, sous la toque. Alors, avec quel personnage? Rémi. Vas-y, enchaîne. Il y a un blanc. J'attendais un mime là, j'attendais un Ah, mime, C'est ça, les Daredevil avec. Oh là là. Oh là là, ouais, il le Quand on faisait explique bien. une blague, elle est nulle, hein, vas-y. C'est vrai, c'est vrai. Avec quel personnage Daredevil est-il fusionné lors du crossover Amalgame entre Marvel et DC en 1996? Ah, ça, si vous l'avez pas Alors vu, on là, peut le deviner, mais plus ou moins. J'ai envie de voilà. dire Flash. Non, c'est Héros. un anti-héros, Un nom pour le coup, qui était un ennemi des Teen Titans. Chez DC. Chez DC. Le démon, là? Non. Il apparaissait aussi dans la série Deathstroke. Arrow. Deathstroke, exactement, bravo, bien Non, joué. mais je préfère Flash. Moi. Deathstroke. Et ouais, Slade Murdoch aka Dare the Terminator. Qui s'appelait Moi, je dans ce- confonds dans toujours cet épisode. Deathstroke et des Bloodshot. Ouais, Bloodshot, ouais, et puis t'as Deathstroke, ouais, je les confonds. Deathstroke, Deathlock chez Marvel, il y en a Ouais, plein qui ressemblent Deathstroke beaucoup aussi. aussi. Bon, ouais, tous le même nom, quoi. Et ça, bah ouais, à force, hein, ils les ont tous fait les mélanges comme ça. Alors que Stick. Alors ok. que Stick, ça Ouais. passe de suite, là, voilà. Quel est le véritable prénom de Foggy Nelson, l'ami et avocat associé de Matt Murdock? Ah putain, il le dit qu'il n'y a que sa mère qui l'appelle comme ça. Oui. Je pourrais pas C'est pas sortir. Reginald? Non. C'est un vieux prénom, Ça non commence par un F, ouais. Ouais, ça. Comme Franklin, une- non Franklin, tout à fait. Franklin. J'allais vous dire comme une certaine tortue. Tu vas mais- Ouais. Là, tu dis Donatello, c'est pas compris. Quel est le nom du vilain de... Ouais, qu'est-ce que j'ai écrit comme question? Quel est le nom de vilain de Benjamin Poindexter, le tueur psychopathe qui a tué plusieurs proches de Daredevil? Bah, Bullseye. Bullseye, tout à fait. Ça s'appelle Dexter? Oui, C'est marrant. Poindexter, 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 tout à fait. ouais. Peut-être Voilà. que Dexter, c'est une ref, du coup, à ça. On va savoir. Qu'on voit apparaître dans la saison 3 notamment. Allez, une petite dernière question, un petit spoiler. Je tant vous qu'on la est- laisse. Qui a dévoilé l'identité secrète de Daredevil à Wilson Fisk dans le début du comics mythique Born Again? C'est un de ses proches. On n'en a pas du tout parlé depuis le début de l'émission. Et ben alors là, du coup, j'ai encore moins de chance de l'avoir. Bah, c'est la Grand Est. Hein. Oui. Oui. La blonde. Oui, la blonde. Page. Karen Page. Karen J'étais plus sur Page. Hélène, je sais plus comment elle Ça s'appelle s'appelle. Karen. Hélène hein. Page. Non, c'est Karen pas- Page. Ah ouais, c'est l'actrice, C'est c'est Elliot. l'acteur-actrice. Ne C'est te Elliot pas qu'une maintenant. Karen Ah oui. et dis le nom, quoi, du coup. Voilà, bon, on en a terminé. Bon, ben là, pour le coup, Rémi, hein, Ah ouais, c'est mais un là- peu détaché. Ah là, moi, à part dire cuisine à un moment donné, j'ai rien dit. Bon pied, bon Moi, oeil. j'avais déjà pas le titre du quiz, alors déjà, je partais de loin. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, encore une bonne émission passée en charmante oui. compagnie, et grâce à vous, les amis, et merci Mathilde d'être restée Oui. pour cette Exactement. seconde émission. Alors que je parte maintenant. Là, oui, par contre, là, désolé. Là, Là, on ferme, on ferme. Enfin, non, on s'en va. quoi. Ah, sinon, tu reviens dans 15 jours, mais bon. On se retrouve sur les plateformes pour le podcast, sur radio-active.net également pour le podcast, et à la radio, donc vous savez, les premiers et quatrièmes samedis du mois, de 11h à midi, sur le 100 FM. Merci à toutes Merci. et tous, et à bientôt. Ciao, ciao.